Le passé et les interrogations reviennent inlassablement lorsqu'il remonte l'allée du cimetière. Jean-Yves Banidol a perdu son père dans le crash de l'avion d'Air France, l'AF212. Presque 50 ans après, il ne connaît toujours pas les circonstances du drame. Ce que je demande simplement, c'est que sous cette affaire, que la vérité éclate, c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Avec la vérité, on pourra faire notre deuil. Le 3 décembre 1969, le Boeing d'Air France quitte l'aéroport de Caracas au Venezuela, direction Pointe-à-Pitre. Moins d'1 minute 30 après son décollage, l'appareil s'abîme en mer. À bord 62 personnes, aucun survivant. Le drame à l'époque fait la une des médias qui s'interrogent déjà. Pourquoi cet accident? Eh bien, on ne le sait pas encore. Il y a plusieurs hypothèses. Il pouvait y avoir une panne technique à bord, mais dans ce cas-là, les pilotes auraient eu le temps de la signaler. Alors, eh bien, deuxième hypothèse, le détournement est peut-être l'explosion d'une bombe. L'explosion criminelle, incroyable à l'époque. Dans 2 rapports rédigés quelques mois après le crash, l'inspection générale de l'aviation civile évoque la présence d'explosifs à bord de l'avion. Les analyses chimiques et métallurgiques montrent qu'un engin explosif puissant a dû être placé dans la zone de puits de train gauche de l'avion. Problème, ces 2 rapports sont classés secret défense. Mais alors, quel serait le mobile? Parmi les passagers, 2 noms retiennent l'attention. Œvremont-Gène, le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, et Dolor Banidol, membre du bureau politique du PC martiniquais. Tous les 2 revenaient d'un congrès du parti à Santiago, au Chili. Étaient-ils visés? D'après certains documents, ils auraient pu l'être. Les lésions présentées par les résidus des corps supposés être ceux de 2 leaders politiques noirs parlent en faveur d'une explosion. Pourquoi ce rapport, qui date du 24 juin 1970, pourquoi ce rapport n'est pas communiqué? Pour les camarades des 2 leaders, cela ne fait aucun doute. Si ces 2 cadres du Parti communiste ont disparu, c'est parce que leur combat politique, leur proximité avec des indépendantistes antillais dérangeait. Ma conviction intime et profonde, c'est bien l'exécution des dirigeants martiniquais et guadeloupéens, donc Œvremont-Gène. On a sacrifié 62 personnes pour le faire. D'autant que depuis 1969, la thèse privilégiée par les autorités est celle d'une erreur de l'équipage. Une manœuvre d'évitement ratée face à un appareil qui approchait, inacceptable pour leurs collègues. Soit on dit la vérité et on dit qu'il y avait une bombe à bord, soit on ne dit rien, mais on ne prétend pas. Je ne peux pas accepter qu'on prétende que l'équipage a perdu le contrôle de l'avion. Il les aura vus maintes fois, ses souvenirs, entre 1998 et 2004, alors qu'il effectuait comme pilote de ligne chez Air France des rotations entre Paris et Caracas. Ce mausolée près de l'aéroport et surtout cette plaque qui trônait dans le petit bureau des préparatifs de vol. 21 noms de personnel navigant disparus 30 ans plus tôt, le soir du 3 décembre 1969, à bord d'un Boeing 707. Le vol Air France 212, des collègues à lui. Durant des années, Olivier Martini prête guère attention. À l'époque, je me posais aucune question parce que des accidents dans les années 60, c'était pas quelque chose de très rare, hein, il faut bien le dire. Fin 2004, envoyé sur d'autres destinations, Olivier Marty finit par oublier cette tragédie. Mais en 2016, le hasard le renvoie à cette histoire. Devenu entre-temps responsable syndical au sein de sa compagnie, il creuse et mène une enquête en interne pour en savoir plus sur ses collègues disparus. Chez Air France, on lui apprend qu'il s'agit d'une erreur de pilotage 75 secondes après le décollage, alors que l'avion grimpait et virait sur la gauche pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Le pilote aurait fait une manœuvre d'évitement qu'il n'aurait pas maîtrisée face à un avion américain qui était en approche. Résultat, le 707 se serait simplement abîmé en mer. Pour Olivier, cette version l'agace. Lorsqu'on dit que c'est une manœuvre d'évitement qui a fait perdre le contrôle de l'avion, on sous-entend que les pilotes qui étaient à bord en fonction n'ont pas été capables de réaliser la manœuvre sans perdre le contrôle. Ça, c'est une insulte à la mémoire de mes collègues. Le syndicaliste ne se résout pas à cette version et pousse ses investigations sur Internet, sur des sites aériens spécialisés. Il découvre que l'accident du vol AF212 est classé secret défense. Pour autant, des documents officiels sont consultables en ligne, comme le rapport de l'inspection générale de l'aviation civile, daté du 27 novembre 1970. En effet, les analyses chimiques et métallurgiques montrent qu'un engin explosif puissant a dû être placé dans la zone de puits de train gauche de l'avion. Autre document de l'IGAC 3 mois plus tard.
Il s'agit en conclusion d'un accident provoqué par l'explosion d'une charge de dynamite au niveau du train d'atterrissage. Il n'y a aucune espèce d'ambiguïté. Ces documents concluent au fait que si on écarte l'hypothèse de la bombe, alors il n'y a pas d'explication à cet accident. Olivier Marty demande alors et obtient le soutien de nombreux syndicats de la profession qui, dans un communiqué commun du 6 juillet 2017, appellent à la levée du secret défense sur cette affaire pour rendre honneur aux membres de l'équipage et redonner dignité à leur famille. Quand vous avez 16 ans et que vous perdez votre père dans un accident d'avion et qu'on dit que l'équipage n'a pas été capable de garder le contrôle de l'avion, c'est la mémoire de votre père qui est salie. Et c'est toute votre vie qui bascule. Et je pense que le respect de mes collègues qui ont disparu dans cet accident exige que la vérité soit dite. Dignité et vérité, c'est justement le combat de Sylvie, la fille du mécanicien du vol AF212, l'un des 4 hommes d'équipage au sein du cockpit du Boeing 707. Depuis 50 ans, cette femme, comme beaucoup de familles des victimes, est hantée par ce qui est arrivé à son père, à ses collègues, ainsi qu'aux passagers. Le deuil n'a jamais été fait par aucun d'entre nous. Aucun. Pour la majorité, il n'y a pas de corps. Il y a eu l'éloignement géographique. Donc, il y a un mausolée et un petit monument à La Guala, mais personne n'est allé là-bas. Donc, il n'y a pas eu de cérémonie. Air France a organisé une messe, en tout et pour tout. Après l'accident, une messe. Mais ce qui travaille surtout cette femme depuis près de 50 ans, c'est l'incohérence entre les premières informations reçues par sa mère quelques heures après la catastrophe, notamment ce télégramme envoyé le 4 décembre 1969, qui mentionne bien une explosion en vol, et la version de l'erreur de pilotage donnée bien plus tard par Air France, avant le classement du dossier sous secret défense. De toute façon, on sait bien à quoi sert le secret défense. Hein. Ça sert à entraver les enquêtes, à cacher les irrégularités, les crimes ou les attentats commis par les gouvernants ou leurs services secrets. Ça ne sert qu'à ça. Sa détermination et ses démarches incessantes vont lui permettre, malgré le secret défense, d'accéder à certains documents, notamment au sein des archives nationales. Parmi ses découvertes, entre autres, le fait que l'aile gauche de l'avion et ses 2 réacteurs n'ont jamais été retrouvés, contrairement au reste de l'avion. Preuve selon elle que l'appareil a bien explosé en vol avant de s'écraser en mer. Si on me laisse voir des documents concluant à l'attentat, qu'est-ce qu'on peut cacher sous le secret défense qui serait pire qu'un attentat ? À quelques mois des 50 ans de cette tragédie, Sylvie Irissou, comme Olivier Marty et d'autres membres des familles de victimes, notamment antillaises, réclament une cérémonie officielle en mémoire des disparus et demandent plus que jamais au gouvernement la levée du secret défense pour laver l'honneur des pilotes, mais pas uniquement. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour la mémoire de ces passagers, pour qu'on rétablisse ce pilote dans son honneur. Et moi je dis que soit on dit la vérité et on dit qu'il y avait une bombe à bord, soit on ne dit rien, mais on ne prétend pas. Je ne peux pas accepter qu'on prétende que l'équipage a perdu le contrôle de l'avion. Soit on se tait, soit on dit la vérité. Il n'y a pas de place pour des demi-mesures et pour des ragots. La levée du secret défense permettra aussi de savoir pourquoi tout laisse désormais à penser que dans cette affaire, 62 victimes ont été peut-être sacrifiées pour faire disparaître 2 leaders communistes antillais. Sylvie Irissou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fille d'une des victimes de ce crash. La fille du mécanicien qui était en fonction dans le cockpit. Parce qu'il y avait 2 équipages à bord de cet avion. Et donc vous aussi, vous demandez à ce que toute la transparence soit faite sur cette affaire. Depuis 50 ans maintenant. Je demande, mais avec moi, beaucoup de familles. Nous demandons la déclassification de ce dossier. Ça dure depuis 50 ans. Il y a des veuves qui ont 90 ans, des enfants qui ont 76 ans, qui ne veulent pas disparaître sans voir écrit le mot attentat accolé à ce crash. On ne supporte pas de voir manœuvre d'évitement d'un avion. Mais ce que vous voulez dire, c'est que quand vous dites il faut que le mot attentat soit écrit, c'est-à-dire que pour vous, ça ne fait aucun doute que c'est un attentat. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ce sont beaucoup de documents que nous possédons, des rapports d'experts qui ont travaillé 3 ans sur les morceaux d'épave ramenés en France, qui malgré un long séjour dans l'eau de mer, ont trouvé et identifié de l'explosif et sont formels, concluent tous à l'attentat, à une explosion et à l'attentat. Et donc ces documents-là, ils existent et une partie de ces documents, vous ne pouvez pas y avoir accès, c'est ça ? Avec des dérogations, j'ai accès à ces documents qu'on me laisse consulter et photographier en me précisant bien
que je n'ai pas accès à ce qui est classé secret défense. Alors, on voudrait voir ce qui est pire que l'attentat, qui est classé secret défense. Est-ce que ça protège encore des personnes vivantes? On voudrait savoir ce que cache ce secret défense. Une démarche a été faite vers le président de la République pour qu'il permette la déclassification. C'est lui qui peut débloquer tout. Il l'a fait pour apaiser les vieux jours de Madame Audin. C'est parfait, c'est très bien, ça satisfait beaucoup de gens. Pourquoi ne le ferait-il pas pour nous? Il y a 62 familles qui se questionnent depuis 50 ans, qui voudraient des réponses avant de disparaître. De toute façon, cette thèse de perte de contrôle de l'avion par l'équipage ne tient pas une seconde, parce que les experts concluent à l'attentat. Une preuve irréfutable pour les professionnels que sont les pilotes, c'est qu'une l'aile gauche et ces deux réacteurs n'ont jamais été retrouvés, ce qui prouve que l'aile est tombée bien avant l'avion. Et donc cet attentat, il est lié clairement, ça ne fait pas de doute, à la présence, comme on le disait dans le reportage, des 2 militants communistes guadeloupéens et martiniquais. Pour vous, c'est ça? Si on se reclasse dans le contexte de l'époque... Il faut repréciser le contexte, justement. C'est le plan Condor chez les Américains, c'est les événements dramatiques qu'il y a eu en Guadeloupe en 68, et ces 2 personnes, et Monsieur Gênes surtout, embêtaient tout le monde. Ils étaient des militants. Bien sûr. Vous avez le sentiment, on a le sentiment quand on vous entend, qu'on vous cache la vérité. Mais oui, on nous la cache depuis 50 ans. C'est pas simplement le temps de l'enquête, il faut peut-être plus de temps pour être sûr et certain. Non, aucun rapport d'enquête n'a jamais été publié. Les enquêteurs vénézuéliens qui étaient chargés de l'enquête, puisque c'est le pays d'occurrence de l'accident, n'ont jamais rendu un rapport. Ils devaient le transmettre aux États-Unis parce que le constructeur de l'avion est américain, à la compagnie Air France, aux autorités françaises, au BEA et à l'OACI. Rien du tout. N'a reçu un rapport. Donc pour conclure en un mot, pour vous, le temps presse désormais. Le temps presse, ça fait 50 ans, c'est beaucoup trop long. Ces gens n'en peuvent plus d'attendre. 90 ans, 76 ans, ils sont pressés. Et la douleur des familles, évidemment. Merci Sylvie Hérissou d'être venue sur notre plateau ce soir. Pour obtenir la déclassification des documents, plusieurs familles de victimes ont écrit à Emmanuel Macron au printemps. Elles attendent la réponse. Cette année, Jean-Yves Banidol va une fois encore remonter l'allée principale du cimetière du François. Cette année, il ira une fois encore se recueillir devant le caveau familial où repose son père, Dolor Banidol, décédé le 3 décembre 1969 dans le crash du vol F-212. Ce que je demande simplement, c'est que sous cette affaire, que la vérité éclate, c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Avec la vérité, on pourra faire notre deuil. L'accident fait la une du France-Antilles du 5 décembre 1969. Le quotidien évoque également la présence d'une victime martiniquaise, Andrea Toria Vozza, commerçante à Fort-de-France. Le lendemain, le bilan est plus précis, on dénombre 6 Martiniquais parmi les 62 victimes. Dolor Banidol, lui, n'a droit qu'à une seule ligne. Dolor Banidol était membre du bureau politique du Parti communiste martiniquais. À ce titre, il avait été envoyé à Santiago au congrès du Parti communiste chilien. Avec lui dans le même avion, Œvremont Gênes, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. À l'époque, les autorités avaient conclu un accident. 50 ans plus tard, 2 rapports rendus publics avancent la thèse d'un attentat à la bombe, avec pour cible potentielle les 2 hommes politiques antillais. Pour essayer de comprendre, Jean-Yves Banidol est parti à la rencontre de ceux qui ont connu son père. Il était un militant du Parti communiste, au François, de la cellule février 1900 au François. Il a été un des gros animateurs des premières SICA à la Martinique. Les SICA de la banane à la Martinique. Il a été un gros avec d'autres au François. Ils ont créé une SICA qui regroupait les petits planteurs et qui pouvait ainsi défendre avec plus d'efficacité leurs intérêts. C'est pas quelqu'un qui se battait pour défendre une ligne indépendantiste, non, il était plutôt sur la ligne du parti, lui aussi, Dolor Banidol. Mais c'est un activiste syndicaliste extrêmement vigoureux, présent sur le terrain,
avec toujours un grand sourire. D'ailleurs, je me souviens de cette espèce de sourire qu'il avait et puis qui faisait que les gens venaient autour de lui, quoi. On était un petit pays, mais on faisait parler de nous. Ce qui fait que dans tous les congrès, que ce soit à Pékin, que ce soit à Lima, que ce soit... on était invités. Or, en 1969, nous sommes en pleine guerre froide. Un affrontement entre deux blocs, deux idéologies, où tous les coups étaient permis. Comme le reconnaît aujourd'hui, pour la première fois, Armand Nicolas. À l'époque, il était le secrétaire général du Parti communiste martiniquais. Qui devait aller au congrès du Parti communiste chilien en tant que représentant de la Martinique? Moi, j'avais été désigné. J'étais le secrétaire général. Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas allé finalement? Pourquoi vous avez désigné? Je ne sais pas. Le fait d'avoir entendu l'avertissement là, qu'est-ce que ça peut avoir comme importance? Donc il y a eu un avertissement. Il y a eu un avertissement. Il émanait de qui cet avertissement? Et si le Français n'est pas mort sur le voyage du retour, c'est que lui aussi il a dû sentir ça sentait la poudre. Un représentant du Parti communiste français devait également voyager sur ce même vol. On subodorait en quelque sorte la possibilité sur le voyage du retour, hein, sur le trajet du retour. Et lorsqu'on a vu qu'effectivement, il valait mieux ne pas m'envoyer, on ne m'a pas envoyé, c'est tout. Moi, j'ai suivi l'ordre qu'on m'avait donné, et bon, parce que je pensais que peut-être il ne fallait pas exagérer, pas penser qu'il allait faire un coup comme ça. Dans ce cas-là, dans quelles conditions est-ce que vous désignez Dolor Banidol pour vous remplacer? Parce que c'est un des meilleurs d'entre nous. Ce témoignage renforce un peu plus la thèse de l'attentat politique. Un attentat à la bombe qui a coûté la vie à un homme qui était aussi le père de 11 enfants, 7 garçons et 4 filles, dont le destin a été irrémédiablement bouleversé. Ma grand-mère, a pu prendre les choses en main. Et de ce fait, elle a demandé à sa fille aînée, qui se trouvait au Cameroun, de pouvoir venir en aide à ma mère, déjà en adoptant les 2 plus petits. Les autres qui étaient un peu plus âgés ont dû partir sur la métropole. C'est une tante qui reste en Martinique. Mon petit frère Gérard reste en Martinique. Et nous avons fait de notre mieux. Aujourd'hui, Jean-Yves Banidol, ses frères et ses sœurs souhaitent simplement connaître toute la vérité sur le crash du vol AF212. Ils avaient entre 3 et 20 ans lorsque Dolor Banidol, leur père, est décédé. Jean-Yves, Marlène, Marcel et les autres, 11 orphelins déterminés 50 ans après à découvrir la vérité sur l'explosion du vol AF212. Accident ou attentat, nul ne le sait. Les éléments classés secret défense en 1969 devaient être révélés en décembre, mais les autorités françaises ont prolongé l'embargo jusqu'en 2029. Quand ils nous ont dit qu'il possède 10 ans, on s'est dit trop, c'est trop. Ma sœur, on en parlait, elle est dépitée, elle me dit j'ai 70 ans aujourd'hui, attendre 10 ans encore, avec la vie que j'ai menée, il y a peu de chances que je vois ces 80 ans, jamais je saurai la vérité. L'État, c'est bien beau leur secret défense, mais ils se rendent par compte qu'ils ont détruit la vie de 11 enfants, d'une épouse, sans compter en fait les autres passagers, les 61 autres passagers, et avec leur famille. Banidol était membre du bureau du Parti communiste martiniquais. Il a péri aux côtés d'un camarade guadeloupéen, Œvremont Gênes, secrétaire général du PCG. Les 2 hommes revenaient d'un congrès international communiste au Chili, à l'époque où Salvador Allende préparait sa campagne électorale. En pleine guerre froide, y a-t-il eu complot contre les communistes antillais? C'est le complot de l'impérialiste français et américain. Ce n'est pas un accident d'avion. C'est un attentat et tôt ou tard, on connaîtra la vérité. La famille Banidol ne supporte plus qu'on lui cache la vérité. Une association vient tout juste de voir le jour en métropole et un comité Dolor Banidol en Martinique.
Une pétition pour lever le secret défense est en ligne sur change.org. La famille, originaire de Morne-à-Cajou au François, veut sensibiliser la population et sollicite le soutien des élus. C'est un homme qui avait horreur de l'injustice et sa mémoire a été un peu enfouie. Mais maintenant, avec la vérité, ça permettrait que les gens puissent connaître qui était cet homme. Le 3 décembre 69, 62 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion du Boeing AF212 à Caracas. Et la soif de vérité, en Martinique comme en Guadeloupe, ne fait que se renforcer au fil des années. France Inter, il est 20h. Pourquoi cet accident? Eh bien, on ne le sait pas encore. Il y a plusieurs hypothèses. Il pouvait y avoir une panne technique à bord, mais dans ce cas-là, les pilotes auraient eu le temps de la signaler. Alors, eh bien, deuxième hypothèse, le détournement est peut-être l'explosion d'une bombe. En Guadeloupe, l'information fait la une du France-Antilles du 5 décembre. Le quotidien local lance l'hypothèse d'une piste cubaine. Peut-être un détournement qui s'est terminé en drame. En page intérieure, les journalistes vont jusqu'à évoquer la présence d'un pirate de l'air qui aurait fait exploser une grenade. 3 jours plus tard, le ton a changé. La thèse de l'accident est désormais privilégiée. Monsieur Pierre Cot, directeur général de la compagnie Air France, est rentré ce matin de Caracas. Il était parti au Venezuela pour tenter d'élucider le mystère qui entoure encore l'accident du Boeing qui est tombé en mer mardi soir. À son arrivée à Orly, Monsieur Cot a raconté qu'il avait écouté les enregistrements des messages échangés entre le copilote du Boeing et la tour de contrôle. Tout semblait calme, a-t-il dit, et la catastrophe a donc été soudaine. Quand on aura retrouvé la fameuse petite boîte noire qui a enregistré le fonctionnement des appareils, on pourra peut-être se prononcer sur les circonstances de l'accident. Sur les 41 passagers enregistrés, 15 s'arrêtaient à Pointe-à-Pitre. Et parmi eux, Œuvremont-Gène, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. 50 ans après le drame, ses filles, Camille et Odette, cherchent à comprendre ce qui est arrivé à leur père ce 3 décembre 1969. À l'époque, leur mère avait précieusement conservé tous les documents jusqu'à ce télégramme annonçant le retour de son mari. Il a été adressé à son beau-frère, Maxime Chipotel, voilà, pour lui annoncer la date de son retour. Donc le retour était prévu le mercredi 3 à 20h. Œuvremont-Gène était parti une semaine plus tôt à Santiago du Chili, assister au congrès du PCC, le Parti communiste chilien. Nous n'avons aucune illusion sur les perspectives de notre lutte de libération. Il ne nous échappe pas que, étant donné notre situation dans les Caraïbes, étant donné les visées de l'impérialisme nord-américain sur le pays, il ne nous sera pas facile d'opérer de profonds changements de structure si le rapport des forces ne change pas en Amérique latine. Voilà. Donc il fallait vraiment faire les choses changer, il fallait que Allende arrive au pouvoir. Ça, c'est un discours qui est tenu quand? C'est un discours, c'est le discours que notre père a tenu au congrès du Parti communiste chilien. Alors existe-t-il un rapport entre Œuvremont-Gène et le crash du Boeing 707? Officiellement, les autorités françaises ont toujours affirmé qu'il s'agissait d'un accident. Pourtant, tout ce qui se rapporte à ce dossier est couvert par le secret défense. Les pièces ne seront communicables qu'en 2029. Mais certaines d'entre elles commencent à apparaître sur Internet, comme ce rapport du 17 novembre 1970 du laboratoire central de la préfecture de police. Les analyses montrent la présence sur certaines pièces de l'avion de nitrocellulose et de nitroglycérine, 2 composants de la dynamite. Il s'agit en conclusion d'un accident provoqué par l'explosion d'une charge de dynamite au niveau du train d'atterrissage.